Sommes aujourd'hui ensemble pendant 1 heure, voilà, pour parler des petits ateliers. Donc, hop, voilà ce qu'on vous propose. Donc ici, vous allez retrouver, vous savez, ce support, vous pourrez le retrouver, hein, le support de présentation. Donc vous avez nos coordonnées, Joséphine, Muriel et Pierre. Et voilà ce qu'on vous propose pour cette heure que nous allons passer ensemble. On va faire un petit focus sur les pédagogies actives. Ensuite, je vous présenterai la plateforme des petits ateliers. On verra ensemble un exemple de la classe inversée. Et ensuite, Pierre vous parlera de comment motiver les élèves, la pédagogie de projet au service de l'engagement de tous. On verra aussi des ressources pour aller plus loin et puis il y aura un petit temps de questions-réponses. Alors, un point sur la pédagogie active. La pédagogie active, en fait, elle place notre élève au centre des apprentissages en l'impliquant activement dans des situations qui sont concrètes, comme par exemple l'apprentissage par projet ou l'apprentissage par étude de cas, l'apprentissage par conception. On a aussi des situations collaboratives ou encore des situations de résolution de problèmes. La pédagogie active, elle valorise la coopération du fait du travail en groupe, l'autonomie, la responsabilisation de l'élève, la réflexion et l'expérimentation. L'objectif, c'est de favoriser un apprentissage qui va être durable, qui va être motivant et personnalisé en lien avec le vécu de l'élève. John Dewey, qui est un grand pédagogue, formule ainsi la pédagogie active. Il dit qu'il faut donner aux élèves quelque chose à faire et non pas quelque chose à apprendre. Et si ce qu'ils font est de nature à susciter la réflexion, alors l'apprentissage en découlera naturellement. Alors, on va faire du coup un petit passage sur les petits ateliers. Maintenant, je vais sur le site internet. Alors, Joséphine vous a rappelé comment accéder à votre espace réseau Canopé, dans lequel donc vous trouvez les petits ateliers. Voilà, donc vous avez accès à différentes thématiques. Pour vous, avec la belle France Éducation, vous avez accès à la thématique du sport, des mathématiques, des jeux mathématiques, le théâtre et les sciences. Alors, on va aller voir ensemble, par exemple, les jeux mathématiques. Donc voilà, j'accède ici à la page. Vous voyez, c'est ici en haut à gauche. Je suis dans la partie des petits ateliers de jeux mathématiques. Ici, la petite maison me ramène à l'accueil, donc à l'accueil des jeux mathématiques. Et je vais voir en dessous dans mon menu que j'ai une description de ce que je vais pouvoir trouver dans les jeux mathématiques. Alors, à côté de la petite maison juste à droite, il y a l'onglet Atelier. Donc, je vais aller dans cet onglet. Et donc, j'atterris ici dans mes ateliers qui sont rangés en différents domaines. J'ai des ateliers de calcul. Ici, je vais avoir 18 jeux mathématiques, donc de calcul. Si je descends mon curseur, voilà, les 18 jeux sont passés. Je vais avoir des jeux sur les nombres. Il y en a 7. Ensuite, je continue à descendre. Je vais avoir des jeux sur l'espace dans lesquels je vais trouver 8 jeux. Et encore en dessous, des jeux de logique. Et là, on a 20 jeux. Alors, par exemple, je vais aller sur ici, le jeu des grenouilles. Vous voyez, quand je passe ma souris sur le jeu des grenouilles, c'est le deuxième à droite, il y a en fait, quand je survole, il y a une étiquette qui s'affiche, qui m'indique l'âge l'âge auquel s'adresse cette activité et aussi la durée. Donc ici, ça me dit c'est inférieur à 10 minutes. En bas de chaque petite étiquette,
On a un niveau avec qui est symbolisé par des dés, donc avec 3 niveaux, et on nous dit que c'est pour un niveau initié, c'est-à-dire que c'est des élèves qui savent déjà un petit peu jouer ou qui ont déjà un âge pour atteindre, pouvoir jouer à cette activité. Alors, je voulais remonter et vous présenter le jeu Domino Color rapidement. Il est ici dans les nombres. Ici, je clique sur la vignette de Domino Color et j'arrive dans la fiche de ce jeu dans lequel je vais avoir. Alors, on a à chaque fois, pour chaque activité, on a ce titre qu'on retrouve en haut. On retrouve l'âge des élèves, quel est le niveau, quelle est la durée du jeu, est-ce qu'il faut un lieu spécifique? Alors, en général, pour les jeux de mathématiques, c'est dans une salle. L'effectif et puis le matériel. Ici, on m'indique le matériel et notamment dans une majorité des jeux, c'est du matériel que je vais pouvoir télécharger et imprimer. Alors, à chaque fois, pour les ateliers, vous allez trouver cette présentation, l'atelier en images, dans lequel on trouve une vidéo qui explique à l'enseignant comment fonctionne l'atelier. En dessous, vous avez systématiquement l'atelier détaillé, dans lequel on a les objectifs, les règles du jeu. C'est là aussi qu'on va trouver le matériel à télécharger pour l'imprimer, si on le souhaite. Et puis, voilà, comment mettre en œuvre des conseils, des pistes d'évolution. Alors, dans celui-là, il n'y en a pas, mais dans d'autres jeux, vous allez par exemple avoir des grilles vierges que vous allez pouvoir vous approprier et voilà, proposer à vos élèves avec avec d'autres variantes. Et il nous propose aussi des variantes selon ce qu'on veut, voilà, selon ce qu'on veut travailler ou pour adapter les jeux au niveau des élèves. On va avoir des variantes plus faciles, des variantes plus difficiles. Et systématiquement en bas, cet encart qui est l'atelier partagé qui permet aux enseignants utilisateurs de poster des commentaires sur ce petit atelier, s'ils le souhaitent. Alors, je remonte. Voilà, je remonte en haut. Donc, on est toujours ici. On est toujours ici dans nos petits ateliers de mathématiques. La petite maison à gauche nous ramène à l'accueil. On est là dans l'onglet des ateliers. J'avais choisi l'atelier Domino Color et on va passer sur l'onglet des parcours. Voilà, je clique. Donc, dans cet onglet de parcours, eh bien, on nous propose justement des parcours avec, par exemple ici, un parcours sur l'espace. Et je voulais vous montrer dans la thématique, voilà, parcours, je vais aller dans autre thématique. Dans la thématique du théâtre, donc là, je suis passée dans les théâtres. Vous voyez en haut, en gauche, on voit le bandeau, c'est plus le même. Eh bien, je retrouve la même organisation. Et dans l'onglet du parcours de théâtre, on a ici un parcours de découverte avec différentes activités. Donc, comme tout à l'heure, quand je survole les vignettes, je retrouve l'âge et la durée. Et dans cette thématique du théâtre, il y a des parcours que je vous recommande, qui sont vraiment intéressants. Par exemple, ici, voilà, j'arrête de bouger, un parcours qui est proposé pour souder un groupe. Donc, avec des activités qui vont pouvoir s'étaler au fil des semaines ou des jours. Donc ici, pour des élèves, par exemple, qui peinent à se concentrer, à coopérer ou à se libérer, on nous propose un parcours. On retrouve ici
en bas des petites vignettes le niveau. Et au fil du parcours, eh bien, le niveau va évoluer. Les 4 premières séances, on est sur du niveau 1. Ensuite, on arrive à du niveau 2. On a aussi, par exemple, un parcours qui s'appelle « Apprivoiser la prise de parole en public ». Et là aussi, on va avoir différentes activités de théâtre qui vont initier les élèves aux fondamentaux des techniques vocales et puis aussi faire travailler sur la gestuelle et sur le récit imaginatif. Un petit dernier, le parcours lecture publique, par exemple, voilà, qui sont intéressants. Vous allez, ça va vous permettre, pardon, en tant qu'enseignant, de se lancer, si on le souhaite, dans un projet de théâtre, sans avoir forcément soi-même fait du théâtre. Et les ateliers sont vraiment détaillés. Donc, par exemple, ici, hop, les timbres de voix, je clique. Et on retrouve, comme tout à l'heure, voilà, les âges, les effectifs. Ici, une explication pour l'enseignant dans l'atelier en images. Derrière, on a l'atelier détaillé avec toutes les activités qui sont proposées. Ah, j'ai un écho. Et donc, je remonte. Ici, on est donc dans l'atelier de théâtre et vous verrez dans les autres thématiques, puis Pierre vous en parlera tout à l'heure, dans la thématique des sciences. Donc, hein, vous voyez, dans cet onglet autres thématiques, c'est là que vous allez pouvoir basculer d'une thématique à l'autre. Donc là, j'ai basculé dans les sciences, on le voit tout en haut du bandeau. Eh bien, je vais aussi trouver des parcours que je trouve très bien faits, très intéressants, sur, voilà, par exemple ici, la matérialité de l'air. Vous allez avoir aussi des choses sur le corps humain en mouvement, des parcours sur l'eau, voilà, avec la même logique d'à chaque fois une progression avec les différentes activités des petits ateliers. Évidemment, vous pouvez aussi piocher sinon directement dans les ateliers par d'autres entrées. Ici, on a les entrées de l'astronomie, l'entrée du monde du vivant. Voilà, donc c'est deux façons d'entrer dans les petits ateliers. Il y a ici l'onglet complément dont je ne vous ai pas parlé. Alors, on va retourner dessus. Hop, je voulais repasser dans le théâtre. La rubrique complément. Eh bien ici, c'est des ressources pour vous, les enseignants, dans lesquelles on va avoir des informations complémentaires. Ça, je vous laisserai les découvrir seuls. Ils sont très bien faits pour le théâtre et le sport notamment. Je vous les recommande. Voilà, alors un petit rappel quand même. Donc pour aller dans vos petits ateliers, vous passez par votre compte Réseau Canopé et il me semble par la bibliothèque, si je ne dis pas de bêtises. Vous les retrouverez dedans. Alors, voilà, pour les petits ateliers, je vais revenir sur mon diaporama de présentation. Voilà, hop. Et maintenant, un petit mot sur la classe inversée. Hein, voir un peu maintenant qu'on a vu ce qu'on peut trouver dans les petits ateliers sur notre plateforme, comment on va pouvoir les prendre en main et puis les intégrer dans les différentes pédagogies. Alors, un focus sur la classe inversée. Pour commencer, donc, dans notre pédagogie, dans la pédagogie traditionnelle, hein, on a un élève qui découvre des notions pendant la classe et puis qui réalise des exercices d'application et
il finit sa journée avec des devoirs à la maison qui portent en général sur les notions qui ont été vues en classe pendant la journée. Mais c'est peut-être à ce moment, il va se poser des questions, mais son enseignant n'est pas là pour y répondre, puisqu'il est en train de faire ses devoirs. Et on voit sur notre petit schéma que ça peut être compliqué de se motiver. Alors, en classe inversée, en pédagogie inversée, on renverse les rôles traditionnels. En fait, on propose aux élèves de découvrir les notions essentielles en amont du cours. Souvent, c'est au travers de vidéos ou à travers de documents interactifs à la maison ou à l'extérieur de la classe, en tout cas. Alors, ça nécessite d'avoir un accès à Internet. Et ensuite, le lendemain, pendant la classe, eh bien, on va consacrer le temps à l'explication, aux échanges, à l'entraînement, à la résolution de problèmes. Et on va pouvoir mettre en place des travaux de groupe, l'aide personnalisée et avoir un temps qui est consacré au projet. Et cette approche, elle va favoriser l'autonomie, la différenciation et puis un accompagnement plus personnalisé. Alors, sur ce temps de découverte qu'on va proposer à la maison en amont, on nous recommande pas plus de 15 minutes, hein. On va être sur des nouvelles notions ou sur des exemples ou bien sur des tutoriels pour utiliser des outils. Ou ça peut être, pourquoi pas aussi, découvrir les règles d'un jeu. Voilà, on va être sur des vidéos très courtes. On peut aussi associer un quiz en ligne, par exemple, pour vérifier si ça a été fait et si ça a été compris. Ça permettra de vérifier ces deux choses-là. Et puis pendant la classe, on va être sur du travail en groupe, du tutorat aussi par les pairs. On va être sur de la pédagogie de projet. On pourra aussi organiser des jeux sous forme de jeux de rôle, des débats et être dans la résolution de tâches complexes en lien avec la vidéo qui a été vue en amont. Alors, un exemple, hop, voilà, avec au cycle 2, par exemple, pour faire le lien avec les petits ateliers, eh bien, on pourrait, avant la classe, proposer à la maison de visionner ici une vidéo des fondamentaux. Les fondamentaux, ce sont des vidéos, des films d'animation. Vous avez accès, vous avez eu, je crois, des webinaires hein, qui auraient été proposés pour accéder aux fondamentaux, donc à ces films d'animation qui expliquent des notions. Et vous retrouvez ces vidéos dans votre bibliothèque, voilà, dans votre compte Réseau Canopé, dans la partie bibliothèque. Ici, ce qu'on peut proposer aux élèves, c'est de regarder à la maison, on est sur du cycle 2, donc c'est des élèves de 5 ou 6 ans. Regardez à la maison cette petite vidéo qui présente les différentes représentations du nombre, donc les chiffres, les constellations, des objets à dénombrer. On peut donner aux familles ou aux élèves sous le flashcode pour accéder directement à cette vidéo. Et puis, en classe, on va pouvoir utiliser les jeux des petits ateliers pour faire un réinvestissement. Donc, par exemple, le jeu Domino Color qui nous propose du matériel à fabriquer avec les planches téléchargeables et dans lesquelles on va pouvoir faire le lien avec ces notions des nombres et des différentes représentations. Voilà, les petits ateliers de mathématiques c'est aussi des jeux qu'on pourra proposer en atelier autonome ou par exemple à l'accueil le matin.
Donc, en les introduisant comme ça, petit à petit, pour que nos élèves, au fil des jours, soient réellement autonomes dessus. Et ces jeux qu'on met à disposition, qui sont vraiment voilà, des jeux pédagogiques, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de les retirer. À un moment donné, on les retire pour faire varier les propositions, par exemple à l'accueil le matin, et puis une autre période, on va les remettre à disposition des enfants et ils vont être ravis voilà, ils vont être ravis de retrouver ces jeux auxquels ils ont joué en début d'année. Ils vont voir les progrès qu'ils ont faits. Hop. Et donc, je reviens sur mon exemple de classe inversée. Ici, avec une autre activité qui était sur de la maternelle. On peut aussi proposer avant la classe aux élèves de visionner une vidéo des fondamentaux pour ajouter les nombres entiers inférieurs à 10. Et puis, le lendemain, on introduit, on retravaille cette activité avec le jeu Ferme la boîte des petits ateliers. Et on va pouvoir aussi, donc, voilà, cette logique de classe inversée, la proposer avec des élèves plus grands, voilà, selon les activités, selon les ateliers qu'on propose. Et on retrouve le petit flashcode. Alors, voilà. Eh bien, je vais te laisser la main, Pierre. Tu reprends le partage d'écran? Oui, oui. Alors, j'arrête le partage. Hop. Et je coupe mon micro. Merci Muriel. Donc on va enchaîner maintenant. Et, en fait, Muriel a présenté les pédagogies actives, donné des exemples et en s'appuyant sur les outils proposés par les petits ateliers et a aussi évoqué bien entendu la classe inversée. Et il y a un mot qui est revenu aussi régulièrement, soit dans la pédagogie active ou dans l'illustration à travers la classe inversée, c'est la motivation. L'objectif, un des objectifs, c'est de réussir à motiver les élèves. Alors, on va prendre un petit peu de temps pour voir un peu quels sont les ressorts de la motivation dans le milieu scolaire. Et pour ça, je vais vous proposer, dans un premier temps, de répondre. On va faire un petit nuage de mots. Donc, je vais vous demander de répondre. Alors, je mets le lien dans la boîte de chat. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Ça vous envoie sur un Digistorm et vous pourrez entrer les mots. Voilà, quand on parle de motivation, à quoi pensez-vous? Donc, vous mettez à chaque fois un mot, vous faites envoyer, vous pouvez en mettre un deuxième, envoyer, un troisième, envoyer. On va se donner 1 ou 2 minutes pour que vous puissiez commencer à compléter. Vous cliquez bien sur le lien dans la boîte de chat et vous pourrez, voilà, on va faire un petit brainstorming pour savoir à quoi vous pensez quand on parle de motivation. Alors, un mot et vous envoyez. Un mot et vous envoyez à chaque fois. Je vais encore laisser quelques secondes. Alors, je vais partager avec vous le nuage de mots. Voilà, c'est intéressant, on voit l'aspect dynamique, les objectifs, c'est vrai, c'est important d'annoncer les objectifs pour réussir à motiver les élèves, savoir des objectifs qui vont être engageants, et on voit aussi tout à l'heure l'engagement, je l'ai vu aussi, le dynamisme, un aspect intéressant, c'est vrai que motiver les élèves, c'est proposer des situations intéressantes qui ont du sens pour eux,
On voit aussi la collaboration et l'innovant, donc oui, intéressant. Alors, oui. L'originalité, effectivement, proposer des activités originales, engageantes, euh, la créativité, la collaboration, on va voir aussi que c'est un facteur essentiel dans la motivation. Le travail en groupe, effectivement, quelque chose de très intéressant. On va voir aussi comment les échanges, les interactions avec les pairs vont favoriser la motivation des élèves. Voilà, bon, bah, super, merci beaucoup. Je vais bloquer le nuage et on va revenir au diaporama. Donc effectivement, quand on parle de motivation, alors je te donne une définition, c'est un état dynamique, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est fixe, qui a ses origines dans la perception qu'un élève a de lui-même et de son environnement. On voit aussi, donc c'est centré sur lui, sur comment il se sent, quelle est sa perception de lui-même, et aussi l'environnement, les interactions avec les autres, avec l'enseignant, avec ses pairs, et qui l'incite à choisir une activité, à s'y engager et à persévérer. Donc on a le choix, on a l'engagement et on a aussi persévérer afin d'atteindre un but. Donc, on a parlé d'objectifs, effectivement, et c'est annoncé. Si l'élève sait ce vers quoi il doit aller, ben c'est sûr que sa motivation sera accentuée. Donc vous aurez cette définition et tous les supports qui seront partagés avec vous, comme on l'a dit tout à l'heure. On va regarder, nous, au niveau des composantes de la motivation. Alors, il y a différentes composantes, il y a différents éléments. Alors, il y a trois besoins ou trois sentiments qui sont très fortement reliés à la motivation des élèves. C'est la nécessité d'avoir un sentiment d'autonomie. L'élève doit se sentir libre de faire des choix, pouvoir travailler par lui-même. Il y a un sentiment de compétence. L'élève doit se sentir capable de faire les tâches qui lui sont proposées. Et il y a un sentiment de proximité sociale. Vous l'avez évoqué dans le nuage de mots, l'élève doit pouvoir avoir des interactions avec son environnement, avec son enseignant, avec ses camarades. Donc on va reprendre un petit peu dans le détail quels sont les facteurs qui vont jouer sur ces différents sentiments. Alors sur le sentiment d'autonomie, on va avoir trois facteurs qui vont jouer. C'est la clarté, le choix et l'accès. Pour aller un petit peu dans le détail, quand on va parler de clarté, ben voilà, je dois comprendre le cadre de travail dans lequel je dois faire. Donc, je sais où je vais. Est-ce que j'ai une vue d'ensemble sur la séquence? Est-ce que je connais l'objectif, la finalité? Est-ce que je sais combien de temps je vais devoir consacrer sur les tâches que je vais devoir faire? Et est-ce que je sais ce qu'on attend de moi? Est-ce que les consignes sont claires, sont compréhensibles? Est-ce que je peux y accéder facilement? Donc tout ça, c'est souvent des choses qu'on donne dans nos pratiques de classe en début de cours, mais qu'on n'hésite pas à rappeler au cours de la séance, au cours de la séquence, pour que les élèves puissent savoir où ils en sont. Le deuxième facteur qui va rentrer en jeu, c'est le choix. Ça veut dire, est-ce que, pour avoir ce sentiment d'autonomie, l'élève peut choisir ses tâches, plusieurs tâches qui sont proposées, est-ce qu'il a une liberté, est-ce qu'il a pour pouvoir organiser son travail? Alors, toutes les activités ne le permettent pas, mais quand on peut le faire, quand on peut mettre les élèves en autonomie, avec des plans de travail, avec euh, des, des ateliers, ça va être intéressant de travailler sur ces facteurs-là. Et le troisième facteur, c'est l'accès. Est-ce que mes ressources, est-ce que les éléments dont je vais avoir besoin pour faire les tâches, est-ce que j'ai un accès qui est rapide? Est-ce que j'ai un accès qui est simple, facilité? Est-ce que c'est intuitif? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Donc, plus il y aura l'accès facilement à ces outils, aux exercices qui lui sont proposés, et plus l'élève pourra être autonome dans son travail. Donc effectivement, l'autonomie, ça ne se décrète pas, ça se construit, ça s'élabore avec les élèves, et on doit mettre en place les éléments qui vont favoriser ce développement d'autonomie chez l'élève. Donc quand on regarde maintenant sur le sentiment de compétence, il y a trois autres facteurs qui vont jouer. C'est la précision, les rétroactions, c'est-à-dire les informations qui vont lui être données par rapport à la réalisation de sa tâche, et la différenciation. Alors quand on reprend dans l'ordre, la précision, c'est l'élève, est-ce qu'il sait où on veut qu'il aille? Est-ce qu'il connaît les attendus, les objectifs? Est-ce que c'est précis, c'est clair pour lui, c'est explicite? Est-ce que ça fait du sens aussi pour lui? Pourquoi il fait ça?
On parlait tout à l'heure, effectivement, dans le fait d'avoir des situations engageantes, ben, ça va donner du sens. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on attend à la fin? Les objectifs sont clairement définis. On sait, voilà ce qu'on attend. Et puis, je sais ce que j'ai à faire. Clairement, c'est explicite, c'est compréhensible pour moi. Ça a été répété. Je peux y accéder facilement. Peut-être que c'est affiché, peut-être que c'est enregistré. Enfin, je peux avoir accès à la consigne de différentes manières, peut-être à l'écrit, à l'oral, répété par un camarade. Est-ce que je sais ce que j'ai à faire? Est-ce que c'est clair pour moi? Donc, la précision. La rétroaction. Est-ce que sur mon engagement, sur ce que je fais dans ma tâche, est-ce que j'ai des retours réguliers qui me disent ben, où j'en suis, qui me disent ce que j'ai encore à faire et qui valorisent aussi, qui m'encouragent par rapport à mes réussites. Donc l'importance, la rétroaction, il y a des études qui ont été faites, c'est un élément, le premier élément qui va favoriser la réussite des élèves. Quand le feedback, la rétroaction est faite de façon efficace, en valorisant l'élève, en lui donnant précisément, en lui permettant de se situer où il en est, en lui donnant des conseils pour progresser, pour s'améliorer, c'est quelque chose qui va être très efficace, plus efficace que les effectifs de classe. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais enfin, en tout cas, dans les éléments qui sont les plus efficaces, qui arrivent en tête, c'est la qualité de la rétroaction, du feedback de l'enseignant. Et troisième élément, c'est la différenciation. Est-ce que les tâches qui sont proposées aux élèves, est-ce qu'ils sont toujours en mesure de les faire? Est-ce qu'on est vraiment dans cette fameuse zone proximale de développement, la zone dans laquelle l'élève peut réussir? On n'est pas dans la zone où c'est trop compliqué pour lui, on n'est pas dans la zone où c'est trop facile et puis ça pourrait amener l'ennui. Si c'est trop difficile, ça pourrait amener le découragement. Non, on est vraiment dans cette zone-là où on va favoriser la motivation de l'élève, on va lui proposer des tâches qui sont accessibles pour lui, des défis qui sont atteignables. Et pour ça, ben, il faut connaître les élèves et puis il faut pouvoir adapter et proposer effectivement des exercices qui sont adaptés à chacun. Voilà pour le sentiment de compétence. Et le troisième, c'est le sentiment de proximité sociale. Est-ce que j'ai un soutien de l'enseignant? Et est-ce que je participe à un groupe auquel je puisse adhérer avec les interactions avec mes camarades, mes pairs? Donc voilà, le soutien de l'enseignant, ben, c'est un climat de classe. L'enseignant responsable du climat de classe, est-ce qu'on est sécure? Est-ce que je me sens en confiance dans ma classe? Est-ce que je sais que voilà, l'erreur est acceptée? J'ai un soutien positif, j'ai des retours fréquents qui sont individualisés par l'enseignant, euh, et puis des échanges favorisés aussi avec mes camarades. Donc là, créer des situations pédagogiques qui favorisent l'entraide entre les élèves, le lien social, et puis le soutien de l'enseignant, bien sûr. Et l'idée, c'est d'avoir un sentiment d'appartenance à un groupe. Et donc pour ça, ben, on a plusieurs pédagogies, tout l'aspect coopératif. Et là, vous l'avez évoqué aussi dans les éléments sur la motivation tout à l'heure dans le nuage de mots, ben, le travail en groupe, la coopération, ça va favoriser fortement le sentiment de proximité sociale et donc la motivation des élèves. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est, alors, donc, bien entendu, vous aurez cette petite liste-là bien pensée quand vous préparez vos cours, ben, en quoi mes séances, en quoi mes cours vont favoriser ben, tout ce qui va être autonomie, euh, le sentiment de compétence et le sentiment de proximité sociale par rapport à mes élèves pour favoriser leur motivation, les engager. Donc, on va faire le lien maintenant un petit peu avec les petits ateliers. Et pour ça, on va aller sur une séquence voilà, d'EPS de sport, puisque vous avez accès aux ateliers EPS. Et là, on va proposer je vais regarder un petit peu vers comment on peut mettre en place une séquence sur le basket au cycle 3. Le cycle 3, pour nous, c'est entre 8 et 10 ans. Euh, voilà. Donc, ce qu'on vous propose sur cette organisation de la séance-là, on va voir comment on peut organiser une séance en EPS. Dans ce cas particulier, aller vers un sport codifié qu'est le basket. En général, on va partir d'une situation de référence. On va pratiquer le basket de façon avec déjà une situation codifiée ou légèrement aménagée. C'est faire un petit peu une évaluation diagnostique avec les élèves et essayer d'avoir des grilles d'observation pour que certains élèves puissent jouer, d'autres arbitrer, d'autres observer. On fait tourner et de cette situation de référence, on va identifier des besoins sur certaines compétences. Par exemple, il faut travailler plutôt les passes, les dribbles, le démarquage, etc., etc. Et donc, par rapport à cette évaluation, cette séance diagnostique, on va mettre en place d'autres séances qui vont être des séances où on va travailler, les élèves vont pouvoir travailler en atelier. L'idée, c'est de mettre vraiment au maximum les élèves en activité. On va voir les petits ateliers vont permettre d'organiser ça. Donc, on peut travailler sur différents ateliers, avec des ateliers en autonomie, et puis peut-être un atelier en dirigé avec l'enseignant.
Et donc, en fonction des besoins identifiés, en faisant régulièrement des retours sur la situation de référence, voir si les élèves ont progressé, je ne l'ai pas précisé là, mais bien entendu, on peut faire régulièrement des séances avec un retour sur le basket, sur un petit tournoi, des petits matchs de basket, ou le faire en fin de séance. Donc, on propose différentes séances qui vont travailler ces compétences-là qu'on a identifiées. Faire des fois des ateliers, par exemple, avec un concours de tir où les élèves travaillent l'adresse au niveau du tir sur le panier, des ateliers où on va travailler plus spécifiquement le dribble, des ateliers où on va travailler spécifiquement la passe ou le fait de se démarquer pour proposer des solutions à mes coéquipiers. Et en général, en fin de séquence, qui va durer peut-être une dizaine de séances, on va retourner sur la situation de référence et on va voir si les élèves ont progressé. L'idée, c'est pas de permettre de demander à les élèves d'être les meilleurs, mais aussi de progresser, d'être dans un cursus de progression. Et à travers un jeu collectif, on va pouvoir aussi individualiser, créer des groupes de besoins dans les ateliers, ou par exemple certains élèves qui ont plus besoin de travailler le tir, d'autres plus besoin de travailler les passes ou le dribble, eh vont pouvoir aller plus spécifiquement sur ces ateliers. Et donc voilà, une situation de référence, la dernière séance, avec une évaluation finale, pourquoi pas un tournoi par exemple. Je sais que moi souvent avec mes élèves, on a l'habitude de finir par faire un petit tournoi avec d'autres classes de l'école ou des classes d'une autre école voisine, avec des petites rencontres et des choses comme ça. C'est toujours motivant, engageant, et puis ça permet de voir aussi les progrès qu'on a pu faire. Alors, comment on peut les intégrer? C'est les ateliers, les petits ateliers dans cette séquence que je vous ai présentée. Alors pour ça, donc je vais aller directement sur les ateliers. Voilà, ici, quand on accède, je vais pas revenir parce que Muriel vous a montré un petit peu l'organisation. Pour les ateliers de sport, donc sur la thématique sport, il y a beaucoup d'ateliers. Et nous, on va rentrer, là, ce qui va être intéressant, c'est de rentrer par les parcours. Et on a vraiment, alors ce qui est intéressant, c'est d'expliquer, c'est les exemples de parcours. Et vous voyez ici, on a plusieurs types de parcours, des parcours spécifiques sur une thématique et des parcours de maîtrise vers un jeu sportif. Nous, on va être dans cette situation-là, on va aller vers le basket, donc un jeu collectif avec ballon. Et voilà, menant à la pratique d'une situation globale, situation de référence. Et là, la situation de référence, c'est le jeu, c'est pratiquer le basket. Alors, le mini-basket à 5 contre 5 ou à 4 contre 4, voir comment vous pouvez organiser votre séance. Alors, quand on regarde ici, on a 4 activités, 4 ateliers qui sont proposés. On est sur cet âge-là, 8 ans et plus, 10 ans et plus pour le dernier. Et pour chacune de ces activités, vous allez pouvoir les intégrer dans notre progression, dans la séquence que je vous ai présentée tout à l'heure. Alors, on aura notre situation de référence et après, par exemple, si je veux proposer cette activité-là, mais en fait, elle va répondre à un besoin. Par exemple, 3 au but. Alors, il y a à chaque fois, il y a une petite vidéo. Ici, c'est un conseiller pédagogique qui donne quelques conseils, qui remet un petit peu dans le contexte. Il y a les objectifs. D'accord? Ça, s'organiser collectivement pour attaquer et pour défendre. Donc là, on est plutôt sur le fait de pouvoir jouer, tenir différents rôles et pouvoir se démarquer. Un dispositif, des règles. Là, on a des élèves qui vont se déplacer. Dans cette activité-là, le dribble est autorisé, mais si on veut vraiment se centrer sur les passes, sur le démarquage, eh ben, on peut jouer sur cette variable-là et interdire, par exemple, le dribble. Là, on ne travaille pas le tir, donc c'est juste faire des passes. On travaille vraiment sur les passes. Voilà. Il y a des variables qui sont proposées, on peut changer de ballon, là il n'y a pas forcément d'intérêt dans cette activité-là. Je vais revenir sur les autres activités. Par exemple, la passe à 5, c'est la règle simple de la passe à 10, aménagée à 5 pour qu'on puisse arriver jusqu'à 5 facilement. Et là aussi, on peut jouer sur des variables. Vous avez un exemple, vous pouvez regarder la vidéo. Voilà, le but, c'est de réaliser 5 passes consécutives. Donc là, on veut vraiment travailler cette compétence spécifique qui est la passe. Et on a une activité qui est clé en main qui va nous permettre de le faire. Là aussi, tout est détaillé. On peut jouer sur des variables, jouer sur le nombre de passes. Là, on ne va pas autoriser le dribble, par exemple. Et l'idée, c'est vraiment permettre aux élèves de réussir leurs passes et de se démarquer pour faire un maximum de passes. Donc, il y a des conseils, il y a des variables, bien entendu. Et puis, on a d'autres activités. Je vais juste revenir sur le ballon chronomètre, qui est une activité qui est un jeu. Alors, on appelle ça aussi l'horloge, c'est pour ceux qui connaissent. Donc, toujours, comme l'a précisé Muriel, vous avez l'âge, vous avez le niveau de difficulté. Donc, c'est quelque chose d'assez simple, la durée. Vous vous adaptez aussi à vos habitudes, à vos pratiques. Là, il y a une démonstration du jeu. Je vous laisserai aller sur la vidéo pour voir. Et donc là, il y a deux équipes, ou trois, mais moi je fonctionne d'habitude à deux équipes. Il y a une équipe qui
qui se fait des passes au milieu, on va le présenter ici, et puis il y a une autre équipe qui court autour. Et donc alors moi en général, je faisais quand tous les coureurs sont passés, on arrête le chronomètre, on arrête l'horloge, et on regarde combien de tours les passeurs ont réussi à faire, ou combien de passes ils ont réussi à faire selon ce que vous voulez compter. On peut jouer sur des variables aussi, c'est-à-dire que si on veut, là on travaille la rapidité pour l'équipe jaune, et puis pour l'équipe rouge, on travaille la qualité des passes, se faire des passes rapidement. Mais on peut aussi, en fonction du niveau des élèves, moi, ce que je faisais par exemple sur l'équipe jaune, ben, je leur donnais un ballon de basket et je leur demandais de faire le tour, non pas juste en courant, mais en courant et en dribblant. Et donc du coup, ça permettait aussi de travailler deux compétences, pour une équipe la passe et pour l'autre le dribble. Et après, on revenait, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur la situation de référence. Voilà. Juste avant que je revienne, Muriel l'avait évoqué, il y a des choses intéressantes en sport aussi sur les compléments, ici dans l'onglet compléments, sur comment mener un atelier, la sécurité, l'installation du matériel. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, c'est des conseils qui sont, je trouve, assez pertinents et qui nous aident à penser à des choses quand on organise notre séance de PS. Alors, s'il n'y a pas de questions dans la boîte de chat, je continue, je poursuis. Donc, on va les intégrer parce que c'est clé en main, c'est facile à mettre en place, ces ateliers, dans notre séquence, parce que ça, clairement, les objectifs sont annoncés, on sait quelles compétences chaque atelier va permettre de travailler, donc ça va être facile pour nous de choisir les ateliers qui vont être adaptés aux compétences qu'on veut travailler avec les élèves, aux habiletés. Et puis, ce qui va être intéressant, c'est on propose des ateliers en autonomie et puis un atelier dirigé. Peut-être que l'atelier qui est proposé par les petits ateliers va être plutôt celui qui sera dirigé avec l'enseignant et les autres, par exemple un concours de tir ou des parcours à faire en dribblant. Ça peut être mené de façon plus autonome avec les élèves, d'autant plus s'ils l'ont pratiqué avec l'enseignant en amont. Voilà, et on peut faire les rotations sur les ateliers. Moi, je le faisais en général sur la même séance, mais on peut aussi le proposer sur plusieurs séances pour que tous les élèves puissent passer sur les ateliers en fonction aussi de leurs besoins. Les conseils pour la mise en œuvre, je l'ai évoqué. Donc, on a des ateliers motivants. Pourquoi? Alors, au niveau de l'autonomie, parce que la séquence est présentée dès le début. On va faire un petit tournoi, on va travailler le basket, la situation de référence est connue, les élèves ont des rôles différents, et puis on va pouvoir faire des ateliers en autonomie. Ils ont aussi des assortiments de compétences parce que les activités peuvent être adaptées aux élèves. On ne va pas travailler trop sur On va faire des défis, par exemple, essayer de mettre un maximum de paniers en un temps limité, en leur donnant des défis, d'abord 10 au niveau de l'équipe, puis après peut-être aller à 15, etc., etc. Donc des tâches qui vont être explicitées. Les élèves savent ce qu'ils ont à faire et ils ont un temps maximum en activité. L'idée sur une séance en EPS, on va avoir des temps où on va expliquer les consignes, on va faire un débrief, mais il faut aussi que les élèves soient un maximum en activité. Donc éviter les temps d'attente, c'est pour ça que le dispositif de fonctionnement en atelier favorise cela. Et la proximité sociale, bien entendu, le climat de classe, on essaie de valoriser, d'encourager chacun, le regard positif de l'enseignant, le retour de l'enseignant aussi, qui observe les élèves, le fait de laisser les élèves travailler en atelier, nous, ça nous permet d'observer un petit peu mieux les élèves, et puis on a des activités de groupe, en équipe, qui sont engageantes. Voilà. Alors, très rapidement, il nous reste 2-3 minutes, je vais faire un petit point sur le jeu électrique. Il y a une autre activité qui peut être proposée en lien avec les petits ateliers, en particulier sur la science, c'est le jeu électrique. Fabriquer un jeu électrique, un jeu de questions-réponses, vous voyez ici, il y a les questions d'un côté, les réponses de l'autre, et l'idée c'est quand on associe la bonne question à la bonne réponse, vous avez la petite lumière qui s'allume. Donc comment ce jeu-là, on peut, dans le cadre des activités en sciences, au niveau de l'électricité, le fabriquer avec les élèves. Donc là, on est dans une pédagogie, on va dire, de projet, c'est-à-dire que les élèves, on va avoir une approche centrée sur une réalisation concrète. On construit quelque chose, on produit quelque chose, ça peut être une présentation aussi. On va favoriser un engagement actif des élèves dans les activités qui ont du sens pour eux. Et puis, on va viser des compétences variées à travers la mise en place du projet. Alors, en général, il y a plusieurs étapes. On commence par choisir le projet. Alors, souvent, c'est l'enseignant qui a l'initiative, mais il faut que très vite, ce soit les élèves qui soient moteurs et qui s'approprient le projet. Ensemble, on va définir qu'est-ce qu'on va faire. On va faire un jeu. D'accord, notre jeu électrique, qu'est-ce qu'on va en faire? On va le partager avec les parents, on va le partager avec des camarades, on va le faire dans une fête des sciences, par exemple. On va aller dans une autre classe pour tester les compétences de nos camarades de la classe d'à côté. Voilà, ça va être engageant. On sait pourquoi on fait ce qu'on va faire ce jeu-là. On va planifier les étapes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Cahier des charges, quelles vont être les différentes étapes? Puis après, on va faire
différentes activités, on va faire une évaluation et une amélioration de notre dispositif. Ça a été inversé les deux. Voilà. On va le mettre en œuvre d'abord, pardon, il y a une erreur, mettre en œuvre d'abord, et ensuite on va évaluer un petit peu ce qu'on a mis en œuvre et on va l'améliorer notre jeu. S'il y a des petits défauts, on va le tester avec les camarades et puis dans la classe, et puis on va améliorer. Et puis après, on va pouvoir, effectivement, la dernière étape, ce qui va valoriser la fabrication, la production, ben, c'est le partage. Alors pour notre jeu électrique, très rapidement, on lance le projet, on planifie, on met en œuvre, c'est-à-dire la fabrication de la maquette du jeu, on teste, on évalue, ça fonctionne pas, et puis on va partager tout ce que je disais tout à l'heure. Quand on va sur les petits ateliers, il y a 3 activités qui le permettent, la boucle lumineuse, le dessin branché et le quiz électrique. Donc là aussi, vous avez la chance d'avoir accès à ces 3 petits ateliers qui vont, alors je retourne sur la thématique science, on va aller dans les parcours. Là aussi, c'est un parcours, puisque en fait, il y a toute la progression. Il y a les 3 activités que vous pourrez compléter avec d'autres activités si vous le souhaitez. Et déjà là, on a le premier, la boucle lumineuse, qui va permettre de travailler sur la notion d'isolant et de conducteur, de circuit fermé. Donc tout est clé en main, il y a tout le matériel, la mise en œuvre, les différentes étapes, et vous avez en plus la vidéo avec les élèves en action que vous pourrez regarder. Et cette activité, alors il y a aussi voilà, hop, le deuxième atelier, dessin branché, qui est lié, qui fait suite à ça, où là, on va travailler vraiment sur la notion de circuit simple et comment on peut schématiser ça. Donc là aussi, les objectifs, la disposition, mise en œuvre, vous avez tout qui est fourni et vous pouvez adapter même les planches, les vignettes que vous voyez ici, vous avez juste à les télécharger et à les imprimer. Et la troisième activité, ça va être effectivement la fabrication du jeu. Là, je vais revenir en arrière. Le quiz électrique, là aussi, tout est précisé. Ici, le conseiller pédagogique qui va donner des conseils et la présentation de la démarche, les différentes étapes, le matériel qui est important, et puis en plus des conseils, des tests. Voilà. Donc tout est facile d'accès. Ce qui nous permet d'avoir effectivement, de pouvoir les intégrer, donc une progression qui va favoriser la démarche d'investigation. On va présenter le jeu dès le départ aux élèves, on va leur dire, voilà, on va travailler avec ce jeu, on va essayer de faire ce jeu-là, on va les motiver, et on va regarder comment ça fonctionne, et on va être dans la recherche, les essais, l'erreur, et la construction des compétences. Des activités qui vont favoriser effectivement la collaboration. Toutes les séances, à la finale, si chaque élève fabrique son jeu, mais en tout cas les séances d'avant vont favoriser la collaboration et l'entraide et la manipulation. On est vraiment dans quelque chose d'actif. Les élèves manipulent, on est dans le faire et il y aura des ressources pour aller plus loin qui sont proposées aussi par l'enseignant et qui vont permettre d'aller. Donc là, ce projet, la pédagogie de projet, les ateliers proposés par les petits ateliers, les séances proposées par les petits ateliers sont motivants parce qu'elles permettent de présenter la séquence dès le début. On connaît la production finale, on a des objectifs qui sont clairs, on peut planifier facilement euh, le projet. C'est pas un projet qui va trop s'éterniser, il n'y a pas non plus, c'est pas 15 séances et où on va perdre l'engagement des élèves. Là, on a quelque chose qui peut être fait on va dire 3 à 5 séances. On a le sentiment de compétence parce que les activités sont adaptées aux élèves. On a la possibilité aussi, on a des travaux, des activités en groupe, on peut adapter aussi selon les groupes les tâches proposées, des tâches qui sont explicitées, on sait ce qu'on a à faire et il y a beaucoup de manipulation, il y a des aides à disposition qu'on peut proposer aux élèves. Donc tout ça, c'est engageant et ça permet de favoriser ce sentiment de compétence. Là aussi, bon, toujours climat de classe, le regard positif. On peut avoir des retours des enseignants et des camarades parce qu'on a de la collaboration. Et on a des activités qui sont proposées en groupe, qui peuvent être faites en binôme. On peut imaginer que le travail de fabrication du jeu, par exemple, se fasse en binôme. Tout dépend de votre projet final. Voilà, pour aller plus loin, on vous a proposé plusieurs ressources que vous pourrez explorer. Il y a des ressources plus théoriques, il y a des ressources un peu plus pratiques, il y a des vidéos sur Canotech, il y a des vidéos et des webinaires. Je ne sais pas si vous pourriez avoir accès aux webinaires, je crois que oui. Donc voilà, n'hésitez pas à explorer chacune de ces ressources.